Bonjour, bienvenue sur Mediapart et dans notre collection Les Voix du pouvoir. Les électeurs, les électrices vont être appelés au mois de mars à voter pour les municipales. Ils vont donc sélectionner les conseillers municipaux de leur ville et parfois, sans vraiment le savoir, ils vont aussi déterminer la composition d'autres instances de pouvoir local, toute une variété d'intercommunalités, dont les métropoles qui ont un statut spécifique depuis les années 2010. Et c'est de cela dont on va parler, les implications démocratiques de cette architecture territoriale. On va en parler avec Manuel Jardineau, avec qui je co-anime cette émission, qui est journaliste à Mediapart. Anne-Cécile Douillet, bonjour. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université de Lille. Vous avez publié Sociologie politique du pouvoir local. Et à vos côtés, Gilles Pinson, vous êtes professeur de sciences politiques également à Sciences Po Bordeaux et vous préparez pour cette année un livre qui va s'appeler « La ville néolibérale ». Tout un programme, donc on va peut-être l'évoquer un petit peu. Et on va commencer avec une première question toute simple pour essayer de s'y retrouver dans ces multiples couches justement de pouvoir local. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment sont sélectionnés, pas seulement les conseillers municipaux, mais ceux qui vont siéger dans ces fameuses intercommunalités et dans les métropoles sur lesquelles on va se concentrer un peu plus précisément? Est-ce que celles-ci, elles ont un régime particulier? Anne-Cécile. Alors, les métropoles n'ont pas un régime particulier par rapport aux autres structures intercommunales, mais il y a une métropole qui a un système particulier, c'est la métropole de Lyon, qui, depuis sa création en 2015, est une collectivité territoriale. Donc, elle va être la seule, cette année, à être élue au suffrage universel direct. Donc, quand on est électeur à Lyon, on vote directement pour le conseiller, voilà, les conseillers métropolitains. Tout à fait. C'est-à-dire que l'élection pour la métropole et l'élection pour les élections municipales ont lieu le même jour, mais ce sont deux élections séparées, donc il y aura deux bulletins séparés. Alors qu'ailleurs en France, les électeurs n'ont qu'un seul bulletin, et sur ce même bulletin, il y a d'un côté une liste de candidats pour le conseil municipal et une liste de candidats pour le conseil communautaire. Donc, c'est quasiment automatique, disons qu'il n'y a pas une sorte de troisième tour, quoi. C'est-à-dire une fois qu'on a voté pour les conseils municipaux, ils savent déjà lesquels vont aller au conseil métropolitain. S'il y a un troisième tour dit intercommunal, c'est généralement plutôt pour le choix du président de l'intercommunalité, sachant que généralement de ces élections municipales et de l'envoi de conseillers municipaux délégués dans les assemblées intercommunales se dégage une majorité. Et cette majorité se désigne un président. Voilà. Et le troisième tour intercommunal, du coup, c'est cette négociation entre à la fois les maires et les conseillers communautaires ou métropolitains pour la désignation du président ou de la présidente de l'établissement public de coopération intercommunale. Juste sur le côté un peu pédagogique, est-ce qu'on peut dire que le président d'une interco ou d'une métropole, c'est un super maire ? Est-ce qu'il a les mêmes prérogatives? Est-ce qu'il a des supra-prérogatives par rapport à un maire? Comment vous qualifieriez cette différence que les électeurs parfois ne perçoivent pas? Moi, je ne dirais pas que c'est un super maire. Notamment parce qu'il est en général, ou elle est en général, même si c'est souvent il, beaucoup moins identifié que le maire. C'est-à-dire que, malgré tout, la politique passe beaucoup par l'incarnation et au niveau municipal de manière très, très nette. Alors qu'à l'échelle intercommunale, on l'identifie très rarement, on connaît très peu finalement le nom du président de l'intercommunalité. Donc rien que pour cette dimension, je ne le qualifierais pas de super maire, parce qu'il n'y a pas cette incarnation du pouvoir local qu'on peut retrouver chez les maires. En revanche, effectivement, aujourd'hui, les structures intercommunales ont acquis des compétences qui sont nombreuses et qui ont souvent un impact très concret sur la vie quotidienne, les transports, les déchets, les plans d'habitat, etc. Donc, effectivement, des compétences, ils en ont. Mais pour autant, en fait, ce sont quand même des formes de nains politiques du fait de leur invisibilité. Alors justement, c'est vraiment une des questions principales qu'on voulait aborder. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce discours qui va revenir là, pour les municipales en disant la proximité démocratique est très forte, les gens connaissent en général leur maire, la relation est proche, et la réalité des compétences qui pèsent sur la vie quotidienne des gens qui sont au-dessus? Alors après, on peut dire que c'est un mécanisme de délégation, mais au final, le pouvoir est quand même plus éloigné qu'on ne le croit souvent. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là?
Alors effectivement, la grande, on pourrait dire, hypocrisie du système local français, c'est que dans les élections municipales qui vont avoir lieu, on va avoir effectivement des plaidoyers des maires pour la commune comme espace démocratique par essence, comme l'échelle où les choses se font, où les choses se décident, l'espace où le contact se fait entre les citoyens et les élus. Mais dans les faits, l'essentiel aujourd'hui des compétences à la fois les plus budgétivores et d'une certaine manière les plus stratégiques pour l'avenir des métropoles, donc Anne-Cécile en a parlé, c'est le transport, le plan local de l'habitat, l'urbanisme, les schémas de cohérence territoriaux, en gros c'est master plan qui décide de là où on va mettre les grandes infrastructures, les grandes voies de communication, etc. Tous ces enjeux-là sont décidés à l'échelle intercommunale, et ces échelles intercommunales aujourd'hui sont des mastodontes administratifs et techniques qui mobilisent, qui manipulent des milliards d'euros et qui ont parfois des budgets équivalents à ceux du conseil régional dans la même région. Et personne ne les connaît. Alors, personne ne les connaît. Alors, il se trouve qu'effectivement, dans la plupart des cas, on a cette invisibilisation du pouvoir intercommunal et des logiques de pouvoir à l'échelle intercommunale. Dans certains cas particuliers, alors si Lyon aujourd'hui est c'est le contre-exemple. Voilà, si Lyon est aujourd'hui cette métropole où l'on va élire directement les conseillers métropolitains, ça n'est pas par hasard. C'est-à-dire que depuis les années 90 à Lyon, on a des leaders politiques qui ont fait le pari d'exercer l'essentiel de leur pouvoir, de construire l'essentiel de leur projet de territoire, de leur projet politique à l'échelle métropolitaine. À Lyon, ça date depuis Michel Noir, ça a été poursuivi par Raymond Barre, et puis aujourd'hui Gérard Collomb et David Kimmelfeld. Donc on a quand même des cas où on a un petit peu dépassé l'intercommunalité de gestion, où en gros l'intercommunalité est un pot commun où l'on verse des choses pour gérer ce qu'on ne peut pas gérer à une échelle strictement communale, et puis des cas où vous avez quand même une intercommunalité de projet où émerge quand même un leadership politique à l'échelle métropolitaine avec quand même un projet. Alors il y a le cas de Lyon, on pourrait aussi prendre le cas de Nantes ou de Rennes, voire un peu de Strasbourg, où quand même les choses sont légèrement différentes, où l'espace intercommunal ou métropolitain prend un peu plus d'épaisseur qu'ailleurs. Ouais, vous vouliez réagir, Anne-Cécile Douillet? Non, juste peut-être pour préciser, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire qu'il y a une forme d'hypocrisie en disant, effectivement, voter pour nous à l'échelle municipale, c'est important, c'est là qu'est la démocratie locale, alors que ça se passe ailleurs. Mais il ne faut quand même pas oublier que justement, hormis le cas de Lyon à partir de cette année, ce sont bien des élus municipaux qui siègent dans les structures intercommunales. Et donc, de fait, ce sont quand même bien les élus municipaux qui vont décider ce qui se passe à l'échelle intercommunale, avec de multiples tractations et des jeux de pouvoir liés. Mais ce n'est pas complètement faux que de dire, effectivement, ce sont ceux pour qui vous allez voter qui vont être dans les instances décisionnelles, parce que ce sont bien, même si c'est deux listes différentes sur le bulletin, les candidats pour le conseil communautaire sont nécessairement candidats aussi pour les conseils municipaux, pour le conseil municipal. Et on ne peut pas être élu communautaire si on n'est pas, par ailleurs, conseiller municipal. Donc, voilà, effectivement, il y a un flou, il y a un manque de transparence et en tout cas de connaissance sur la façon dont tout cela fonctionne, mais ce n'est pas faux de dire que, effectivement, on vote quand même pour des gens qui exerceront dans les conseils communautaires. Si je peux me permettre, à ceci près que, effectivement, alors ce sont des conseillers municipaux délégués qui siègent dans les instances intercommunales, mais dans les faits, les décisions sont pour l'essentiel prises dans des espaces qu'on appelle le bureau des maires ou la conférence des maires, où ce sont essentiellement les maires qui, dans une négociation relativement opaque, décident en fait de ces orientations intercommunales. C'est bien les maires, du coup, c'est bien les maires qui font l'intercommunalité. Donc... Pas les élus municipaux dans leur ensemble, c'est surtout les maires. Je me permets une toute petite incise. Ce que vous décrivez là me fait penser, avec beaucoup de prudence évidemment, mais un peu au système européen où on a ce problème. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien électoral entre les citoyens et les dirigeants européens. Mais on a ce même problème d'absence de publicité, de transparence, de clarté des enjeux politiques. Voilà. Effectivement, c'est effectivement une comparaison qui, pédagogiquement, j'utilise beaucoup parce qu'effectivement, elle est assez parlante. Je dirais même que l'intercommunalité, de ce point de vue-là, est peut-être encore plus pâtit davantage d'un déficit démocratique parce que ce qui correspondrait au bureau des maires, ce serait le Conseil des ministres européens ou le Conseil des chefs d'État.
généralement, ces négociations dans ce conseil sont publiques. Bon, le bureau des maires, ces décisions et son déroulé n'est absolument pas public. Donc effectivement, on a une même situation intergouvernementale où en fait on réunit des entités qui gardent jalousement leur souveraineté. Donc on n'est pas dans un système de gouvernement métropolitain qui aurait soumis des municipalités qui deviendraient des arrondissements. Et donc, sur la base de cette souveraineté, les municipalités et leurs maires négocient, mais ont le droit de faire jouer chaque municipalité la possibilité de faire jouer son veto. Et donc les décisions se prennent généralement à l'unanimité des maires. Et ensuite, les conseillers communautaires dans l'Assemblée s'alignent sur ces décisions. Mais sur cette opacité, est-ce qu'on peut juger aussi des rapports de pouvoir, des rapports de force? Est-ce que c'est pas la prime aussi aux grandes villes contre les petites villes dont on voit les petites villes de campagne? On en a beaucoup parlé pendant les Gilets jaunes qui se rebellaient un petit peu, en tout cas les maires qui se rebellaient en disant qu'ils sont oubliés. Ou dans ces intercos, il y a quand même un pouvoir politique et forcément financier et économique des villes centrales par rapport aux autres maires, avec des... Je ne sais pas, vous allez me le dire, peut-être des transactions politiques et financières, on vous aide un peu, mais vous nous laissez faire autre chose, quoi. Je ne sais pas, est-ce que là-dessus aussi, on arrive à le décrypter? Et donc, les électeurs dans ces villages ou ces petits bourgs arrivent à décrypter ces enjeux, ces rapports de force politique? Chaque configuration va être différente, parce qu'il peut y avoir, dans certains cas, des formes d'alliance entre petites communes, justement, pour éviter, finalement, l'hégémonie de la ville-centre. Donc, c'est difficile de répondre de manière générale, mais en tout cas, finalement, le point commun à l'ensemble des intercommunalités, c'est que, justement, on est toujours dans un système de tractation entre communes qui sont très peu médiatisées, très peu publicisées, et qui rendent difficile, de toute façon, du coup, la prise sur les débats qui ont lieu dans ces instances. Après, c'est tout à fait vrai, mais je pense que c'est un défaut plus général, en fait, de nos instances démocratiques. C'est-à-dire que si on prend uniquement, par exemple, l'échelle communale, de fait, il y a aussi une concentration du pouvoir autour du maire et de quelques adjoints qui vont finalement concentrer l'essentiel des pouvoirs, des débats, sans que ce soit forcément non plus très transparent, et qu'il y a toute une série de conseillers municipaux qui sont finalement relativement secondaires dans la définition des politiques municipales et dans l'exercice du pouvoir local. Donc, il me semble qu'en fait, les structures intercommunales, oui, il faut les critiquer pour leur manque de démocratie, mais je dirais que c'est presque un peu parce qu'elles sont un peu caricaturales des défauts, finalement, des instances de la démocratie représentative locale. Pour revenir à votre question, effectivement, comme disait Anne-Cécile, il faut regarder cas par cas. Vous avez des cas comme la communauté urbaine la métropole de Lille aujourd'hui, dans lequel je crois qu'il y a 90 communes, dans lesquelles, avec une fragmentation municipale extrêmement forte et une ville-centre qui est démographiquement faible. Donc en gros, dire que dans cette configuration-là, la ville-centre impose ses décisions à des petites communes, ce serait un peu aller vite, ce serait même plutôt l'inverse. Plutôt une alliance de petites communes rurales plutôt aisées qui neutralise l'intercommunalité. Dans d'autres cas, Lyon est une configuration différente où vous avez Gérard Collomb qui s'appuie sur une alliance avec les maires de l'ouest lyonnais, donc la partie la plus riche, Mont-du-Lyonnais, la partie la plus bourgeoise, collinaire, etc., pour asseoir sa majorité et pour neutraliser la droite lyonnaise. Voilà. Donc, et du coup, ça donne un poids à ces communes de l'ouest lyonnais assez important. Et en même temps, ça permet de faire monter en puissance l'intercommunalité pour aussi servir les besoins et les intérêts des communes ouvrières de l'est lyonnais. Parce que l'intercommunalité, on peut beaucoup taper dessus, et bon, les politologues, on passe notre temps à faire ça, mais ça permet quand même de régler des problèmes. Et moi, j'ai souvent tendance à penser que à Lyon, on a beau penser ce qu'on veut de Gérard Collomb et de ses prédécesseurs, sans la montée en puissance du Grand Lyon, je pense que Lyon serait encore aujourd'hui la capitale des émeutes urbaines en France, ce qu'elle n'est plus. Parce que du coup, le Grand Lyon est monté en puissance et a quand même été capable de redistribuer un certain nombre d'équipements, et notamment le transport, vers l'Est lyonnais. Donc effectivement, alors ça c'est l'objet d'une controverse, mais je pense qu'on voit quand même
dans certains cas, quelques effets redistributifs de l'intercommunalité, même si, encore une fois, c'est controversé. Mais alors, je rebondis là-dessus parce que Lyon est un bon exemple d'un processus que vous avez pas mal étudié dans vos travaux. Je pense notamment à un certain nombre de termes que je voudrais bien vous voir expliquer ici, notamment cette idée qu'il y aurait, avec la montée en puissance de ces métropoles, une nouvelle génération, un nouveau type plutôt, de maires, d'édiles qui exercent le pouvoir. Vous avez deux termes qui m'ont intéressé. Vous avez le terme de tech-notable, qui est un jeu de mots entre technocrate et notable. Notable qui renvoie plus à un ancien temps. Tech-notable et leader urbain, dites-vous, comme quelqu'un qui prend justement un projet de territoire. Et Lyon est un très bon exemple de ça, de métropole qui se veut attractive, sur le plan économique. À partir de quand s'est fait la bascule et comment on les définit, ces leaders urbains? Alors, tech-notable, c'est Jean-Pierre Gaudin, qui est un collègue. J'ai repris la notion, mais en gros, la bascule, elle se fait dans les années 70 dans les grandes villes qui passent à gauche dans les années 77, à mon sens, et puis un peu plus tard ailleurs, sous l'effet de la décentralisation. Ce qu'on appelait les notables, c'était quand même, grosso modo, des élus qui, du temps d'avant la décentralisation, avaient tellement l'habitude de voir l'État prendre en charge les politiques urbaines pour le compte des municipalités, qu'ils étaient plutôt essentiellement occupés à gérer leurs alliances partisanes dans leur ville, dans leur conseil municipal, et à gérer leur clientèle électorale. Bon. Dans les années 70, l'état des politiques urbaines qui font de plus en plus l'objet de contestations, émerge un contre-projet d'un certain nombre de leaders à gauche, de groupes d'action municipaux, etc. Et on voit apparaître des maires qui ne se voient pas uniquement comme des supplétifs de l'État ou des notables gérant un peu leur capital électoral et le statu quo local, mais qui s'imaginent aussi en porteurs d'un projet pour le territoire, dans un contexte aussi, celui de la fin des années 70 et début des années 80, qui est quand même marqué par le début de la désindustrialisation, où en gros, il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, dans les années 80, on envisageait assez bien la mort des villes, l'obsolescence des villes. Et ces gens-là vont quand même essayer de se battre pour essayer de faire émerger un projet redonnant une place et un rôle à ces villes, quoi. Alors ces gens-là, c'est Edmond Hervé à Rennes, c'est Jean-Marc Ayrault à Nantes, c'est Georges Frêche à Montpellier. Mais ces gens-là vont s'installer au pouvoir et vont devenir, d'une certaine manière, des technotables, c'est-à-dire à la fois des gens qui ont une vision, qui sont porteurs d'une vision, mais qui commencent à être un peu assis, sûrs de leur pouvoir et sûrs surtout de l'agenda qu'ils portent. Voilà. Et cet agenda qui est né dans les années 70-80, piétonisation, réintroduction du tramway, aménagement des quais, voilà, revalorisation du patrimoine, ce qui était une hérésie dans les années 70, va devenir progressivement l'agenda que toutes les villes vont reprendre à leur compte, y compris les villes de droite. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, même Nice fait un tramway, donc c'est quand même voilà. Et donc aujourd'hui, ils sont contestés sur leur gauche par des listes citoyennes parce qu'ils se sont un peu endormis sur leur laurier. Deux questions là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'au fur et à mesure de ces années et du processus que vous décrivez, il y a une forme de dépolitisation du maire, parce que finalement, on a l'impression, en tout cas de visu sur un citoyen, on va dans n'importe quel centre-ville, on voit les mêmes villes. On ne voit pas, en tout cas, visuellement, on ne voit pas la différence entre beaucoup de villes de France. Et j'avais une seconde question sur comment on envisage le rôle de maire. Et quand j'ai essayé de travailler un peu sur le progressisme municipal, qui est une espèce de doctrine que voulait fonder La République En Marche. Bon, force est de constater qu'ils ont du mal à y trouver une cohérence dans les investitures. L'un des députés qui travaillait sur le sujet me disait, en fait, le maire aujourd'hui, et peut-être même le président d'une interco, il devient le gestionnaire des politiques publiques. Ça me fait penser au rôle de technocrate et puis à la dépolitisation. Donc, est-ce que vous y voyez quelque chose il n'y a plus de doctrine municipale, en fait, et on a aujourd'hui des gens qui sont là pour avoir un budget et le gérer au mieux. Peut-être on commence par Anne-Cécile Douillet.
Oui, alors beaucoup de choses dans tout ce que vous venez de dire. Je pense que, je partage assez ce constat, effectivement, d'une standardisation des politiques locales, à l'échelle municipale ou à d'autres échelles. Effectivement, il me semble que c'est un fait. Ça s'explique d'une part par quand même l'atténuation des clivages idéologiques au sein des partis de gouvernement. Et finalement, ça se retrouve à toutes les échelles, et y compris à l'échelle locale. Mais ça s'explique aussi par, je le dis là sans terme forcément, sans connotation négative, par la bureaucratisation finalement du local. Parce qu'effectivement, avec la décentralisation, se sont construites des administrations locales qui ont embauché du personnel de plus en plus qualifié. Et ce personnel aussi a construit différemment ses carrières. Les carrières sont devenues beaucoup moins locales. Les directeurs généraux de services, les cadres territoriaux circulent. Et circulant, ils font circuler avec eux tout un ensemble de recettes d'action publique qui se répètent un peu partout. Et puis au-delà de ça, effectivement, se constituent des formes comme ça de doxa sur quelles seraient les bonnes politiques locales. Donc effectivement, autour de ces mots, de ces mantras, là, de l'attractivité, de l'excellence, etc. Effectivement, on trouve des politiques très, très, très semblables. Donc tout ça participe d'une forme de dépolitisation au sens d'atténuation, effectivement des différences entre programmes politiques. Ouais. Gilles Pinson, vous avez signé un article récemment, il me semble, où vous nuancez cette idée de dépolitisation. Vous dites que ça dépend de quoi on parle. Oui, parce que alors, en sciences politiques, le terme de politisation, il est partout et c'est bien normal. Je ne vois pas de quoi d'autre la science politique pourrait s'occuper. Et en même temps, on a toujours du mal à savoir de quoi on parle, parce que la politisation, alors notamment au niveau local, elle peut porter sur plein de choses. On a beaucoup parlé de la politisation du recrutement des fonctionnaires. Pendant très longtemps, le recrutement des fonctionnaires se faisait sur une base clientéliste. Donc ça, c'est une forme de politisation. Quand on parle de politisation de manière plutôt positive, nous, politistes, c'est pour dire qu'on a la proposition aux citoyens de vraies alternatives. C'est souvent ça qu'on vise, voilà, qui était au cœur de la question de Manuel. Ouais. Cliver d'un point de vue idéologique, partisan, etc. Et puis moi, j'en vois une troisième dont on parle moins souvent, c'est la mise au travail des institutions. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, justement, quand on parle de l'intercommunalité, c'est qu'on a du mal à voir que l'idée pour un élu, pour un président d'une intercommunalité, de mettre l'administration municipale au service d'un projet, ça ne va pas de soi. Que, déjà au niveau local, jusque dans les années de la décentralisation, l'idée que les administrations municipales étaient au service d'un projet politique porté par des élus, ça n'allait pas de soi. Et aujourd'hui, on retrouve un peu la même chose au niveau de l'intercommunalité, parce que les intercommunalités sont souvent nées comme des machines un peu technocratiques qui géraient du réseau, qui géraient des choses jugées comme étant techniques par les élus, l'eau, l'assainissement, les transports, etc. Donc c'était devenu parfois un peu le bastion de techniciens, d'ingénieurs, etc. Bon, et parfois les élus s'en accommodaient. On considérait l'espace politique de la politisation, c'est la commune. L'espace intercommunal, c'est un espace où on gère des réseaux. Donc il n'y a pas de raison que ça soit politisé. Or, on a des exemples. Alors j'ai l'exemple par exemple de Vincent Feltès qui a été pendant un moment président de la métropole à Bordeaux, enfin de la CUB d'ailleurs, avant qu'elle devienne métropole, qui a eu la volonté à un moment donné de mettre l'administration non pas au service d'une gestion routinière des réseaux, mais au service du développement des compétences intercommunales, au service d'un projet de territoire. Bon. Donc la politisation, ça peut être ça. Et puis alors, pour revenir sur la question, sur ce que vous disiez sur le fait que tout le monde fait partout pas la même chose, oui et non, c'est-à-dire que quand on regarde un peu plus dans le détail, on voit quand même des différences. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a un objet qui est très intéressant à regarder, mais alors qui est éminemment technique, c'est les politiques foncières. Donc, les politiques visant à acquérir du sol pour que les municipalités gagnent un peu en pouvoir de négociation avec les propriétaires, avec les promoteurs. Ça, vous voyez quand même que généralement, les villes de gauche sont beaucoup plus proactives sur ces questions foncières, tout simplement parce qu'il est dans leur culture d'une certaine manière de rudoyer un petit peu la propriété immobilière et foncière. Dans les villes de droite, c'est quand même moins souvent pratiqué. Voilà. Et puis, encore une fois, n'allons pas trop loin. On dit les politiques urbaines de droite et de gauche, c'est la même chose. Marseille, les immeubles s'effondrent. À Rennes, ils ne s'effondrent pas.
Alors on peut dire qu'il y a plein d'autres déterminants liés à l'histoire, à la nature du patrimoine immobilier qui jouent. Il y a quand même aussi des partis pris, alors parfois des options qui sont prises et qui sont tues au nom de la cogestion, au nom d'une espèce de nécessité de préserver l'échelle municipale de toute forme de politisation, mais on a quand même des différences. Oui, non, mais évidemment, c'est-à-dire qu'évidemment, des différences, il y en a, mais je pense que ce qui est intéressant en soulignant malgré tout des formes de ressemblance fortes entre politiques locales, c'est que c'est pour souligner que malgré tout, la légitimité, elle se construit de plus en plus de la même façon. C'est-à-dire justement, ça ne veut pas dire que les politiques ne sont pas un peu différentes, mais ce qu'on met en avant est quand même très semblable finalement d'une municipalité ou d'une intercommunalité à l'autre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est surtout ça, c'est que les ressorts de la construction de la légitimité politiques locales sont devenues quand même très semblables d'une ville à l'autre et qu'on insiste peu sur sa marque politique, mais plutôt sur sa capacité justement à développer de beaux projets pour la ville, des transports durables, une agglomération attractive. Donc c'est plus voilà, dans le registre de légitimité politique. Pour rebondir plus globalement là-dessus, est-ce que, je vais essayer de vous poser la question simplement sur les intercos et cet outil politique au service des citoyens, est-ce que l'outil, est-ce qu'il est construit pour pouvoir faire une politique de gauche ? Est-ce que c'est un outil de gestion, finalement, où il peut y avoir ces petites nuances dont vous parlez, et souvent très techniques? Est-ce que c'est une ville néolibérale qui naît de ces outils-là, ou est-ce qu'on peut avoir une politique de gauche, même un peu radicale, avec ces outils institutionnels tels qu'ils existent aujourd'hui? Je me permets du coup de revenir sur ma question qui portait sur la ressemblance avec le niveau européen, où c'est exactement la même question stratégique qui se pose pour les gens. Est-ce qu'on peut faire des politiques vraiment de gauche dans ce cadre-là, autre que des ajustements? Qui veut commencer sur cette grande question? Alors, puisque votre essai s'appelait la ville néolibérale, c'est effectivement ambigu parce que on sait bien, par exemple, que le Parti communiste en France a toujours été hostile à l'intercommunalité. Il y avait même un grand professeur de droit public, Raymond Bourgeol, qui avait écrit des pamphlets contre l'intercommunalité. Aujourd'hui, on voit des mouvements très marqués à gauche, portant le municipalisme, qui justement veulent détruire ces échelles supramunicipales parce qu'ils veulent reconstruire le politique et la participation citoyenne à l'échelle municipale. Bon, en même temps, dans le municipalisme, il y a quand même l'idée de fédération et de coopération. Bon, moi, je tiens toujours à rappeler que les premiers qui ont parlé de gouvernement métropolitain dans le monde, c'est quand même des gens qui étaient toujours marqués à gauche. Aux États-Unis, c'est des gens qui étaient du côté des... Alors, on peut toujours se poser la question de savoir si les démocrates sont à gauche, mais enfin, les démocrates des années 60 étaient quand même plus marqués à gauche, notamment ceux qui étaient derrière Johnson. Et voilà, ce sont des gens qui étaient dans le cabinet de Johnson qui ont porté les projets de construction des gouvernements métropolitains. Quand en Grande-Bretagne on crée la Greater London Council et les comtés métropolitains, c'est plutôt porté par des majorités de gauche. Et quand ils sont détruits, parce qu'ils ont été abolis, on a eu une expérience en Grande-Bretagne de gouvernement métropolitain qui a tout cassé, détricoté en 1986 par un gouvernement conservateur. Donc bon, faut quand même toujours rappeler que même si aujourd'hui on a l'impression, à juste titre, que ces structures sont faites plutôt pour atteindre la masse critique, rendre la ville visible dans un contexte de compétition territoriale à une échelle européenne. On peut rappeler l'obsession de Gérard Collomb pour que Lyon soit dans le top 15 des villes européennes. Effectivement, même si aujourd'hui il y a cette espèce d'obsession pour le rayonnement qui génère une course à la taille, et Nicolas Sarkozy relance la question du Grand Paris pour ces questions-là, pour ces questions de rayonnement et de concurrence avec Londres, les gouvernements métropolitains ont quand même été pensés, même s'ils ne sont pas forcément à la hauteur de cet espoir-là, ils ont été quand même pensés pour faire de la redistribution. Redistribution des équipements, de l'expertise et parfois même de la fiscalité. Voilà. Donc là, les politiques de décentralisation initiées par la gauche sont encore un échec de la gauche alors non, mais juste pour prolonger ce que disait Gilles, effectivement, ce sont des structures pensées pour la redistribution. Ça ne veut pas dire qu'elles produisent la redistribution. Bon, moi, je ne pense pas qu'il y ait un effet direct du type de structure. Ça dépend effectivement d'abord de qui sont les élus. Enfin, c'est d'abord qui sont les élus, ce qu'ils défendent politiquement, ce qu'ils sont sociologiquement, qui expliquent les politiques qui sont faites. C'est d'abord ça, plus que la structure en elle-même. Après,
il est vrai que la structure intercommunale, parce qu'elle nécessite quand même plus de tractation entre élus, entre communes, elle favorise forcément des politiques qui ne vont pas forcément être clairement marquées, mais plutôt dans du compromis, etc. Donc, de ce point de vue-là, elles vont plutôt freiner des volontés réformatrices trop fortes. Donc, il y a quand même cet effet-là, quoi. Mais il me semble que c'est d'abord qui sont les élus qui jouent. Et à ce titre-là, c'était une question qu'on avait également. Est-ce que vous voyez émerger, pour reprendre la catégorie là, de leaders urbains tout à l'heure, des leaders urbains qui portent une vision alternative, c'est-à-dire qui ne veulent pas casser justement les gouvernements métropolitains, mais qui portent autre chose? J'ai deux exemples qui me viennent en tête aussi parce que je les connais un peu mieux. Mais il y a quand même Éric Piolle à Grenoble, qui est la seule grande ville écolo à ce stade. Les Verts espèrent en gagner d'autres. Et puis il y a aussi une candidate à la mairie de Lyon qui s'est beaucoup opposée d'ailleurs à Gérard Collomb et à sa vision de la métropole, qui est Nathalie Perrin-Gilbert, qui est déjà venue d'ailleurs ici à Mediapart sur des questions démocratiques au passage. Donc, est-ce que vous voyez s'affirmer une autre pensée, une autre stratégie pour les métropoles dans le paysage politique actuel? Alors, je dirais que pour l'instant, ce qu'on voit émerger, effectivement, à la gauche de la gauche, c'est plutôt des listes citoyennes, des listes inspirées par le municipalisme, des listes portées par les Verts, ou pas forcément par les Verts, des listes comme Archipel citoyen à Toulouse, qui effectivement, me semble-t-il, porte un agenda qui est un agenda qui veut remplacer l'obsession pour la course à la taille et à la compétitivité qui avait été quand même portée à la fois par des mairies de gauche et des mairies de droite. Bon. Pour l'instant, même s'ils ont des discours sur créer une autre métropole, autant on les entend beaucoup sur la question de la revitalisation de la démocratie à une échelle très locale, à l'échelle du quartier, autant on les entend peu s'exprimer sur est-ce qu'il faut garder l'espace métropolitain, et si on le garde, comment on le gouverne et comment on y intègre, parce que aujourd'hui c'est ça la vraie question, c'est-à-dire que moi, je vais vous le dire très franchement, je suis plutôt un partisan de ces échelles métropolitaines, parce que voilà, encore une fois, je pense que c'est la bonne échelle ou la moins mauvaise pour exercer des formes de redistribution. Et en même temps, on voit bien que si ces échelles se construisent comme des espèces d'ogres bureaucratiques extrêmement technicisés, on aura raté notre coup. On aura fait, comme on a fait dans le domaine universitaire, on a créé des méga universités fusionnées, où il faut à peu près 3 mois pour obtenir une validation de la présidence. Donc si c'est pour construire ça, c'est pas la peine. Donc en fait, ce à quoi il faut réfléchir, c'est vraiment l'articulation d'une échelle qui pense la redistribution à une échelle métropolitaine et des échelles qui restent à une échelle de la municipalité ou du quartier, qui sont beaucoup plus réactives dans la réponse aux citoyens, etc., et qui permettent aussi des formes de participation. Et penser aussi les participations directes et citoyennes à l'échelle métropolitaine. Ouais. Et ça, pour l'instant... Au fond, il faudrait que toutes les métropoles fassent comme Lyon, qu'on élise directement. Peut-être ça facilite. Oui, mais Lyon, pour l'instant, on se limite à la question de la démocratie représentative. Vous avez raison. Non, mais c'était juste pour dire que les deux exemples que vous donniez, justement, n'étaient pas des exemples de personnes qui s'investissent à l'échelle métropolitaine. Nathalie ne se présente pas à l'échelle métropolitaine. Donc, effectivement, il y a beaucoup plus un investissement avec l'idée que c'est plus localement qu'on va pouvoir rénover les choses, quoi. Écoutez, je vous remercie tous les deux pour cet échange. Merci aussi à Manuel Jardineau pour co-animer avec moi cette émission. Et on se retrouve bientôt pour d'autres numéros des Voix du Pouvoir et d'autres émissions de Mediapart qui sont à retrouver sur notre site et sur notre chaîne YouTube.